Bon, on reprend? Alors, donc il faut qu'on introduise la dérivée de l'i. Alors on a déjà prononcé ce mot-là, l'i, à propos du crochet de l'i. Alors je ne sais pas ce que vous avez, si vous connaissez, enfin, je ne sais pas ce que vous avez fait en maths. Est-ce que les algèbres de l'i, les groupes de l'i, ça vous parle? Un peu. Donc on a déjà introduit le crochet de l'i précédemment comme le commutateur d'un champ de deux champs de vecteurs qu'on a défini au moment où on a parlé de la torsion. On a défini l'action de ce truc-là, là, écrit comme ça sur f, comme étant x appliqué à y de f moins y appliqué à x de f. Bon, cette définition peut être introduite indépendamment de ce qu'on va voir maintenant, cette dérivée de l'i. A priori, il se trouve que ça va être la dérivée de l'i du champ y le long du champ x. Ça paraît un peu obscur, ça n'apparaît pas là, et effectivement, il n'y a pas de raison que ça apparaisse là, il n'y a pas besoin de savoir ça. Mais on va avoir maintenant besoin de la dérivée de l'i, que je vais donc introduire de façon plus générale, comme une véritable dérivée d'un champ de tenseur quelconque. Donc, vous avez un champ de tenseur quelconque, je veux dire de rang quelconque, T. Et vous avez un champ de vecteurs X. Ce champ de vecteurs X, comme on vient de le voir, définit un flot le long duquel vous pouvez transporter des vecteurs, des métriques, des covecteurs, des tenseurs de rang quelconque. Dès lors, enfin oui, puisque vous avez donc ce flot qui est une famille de difféomorphismes. Et alors l'idée est de se servir de ce flot pour faire une dérivée quasiment au sens ordinaire. C'est quoi une dérivée normale? Enfin normale entre guillemets, f' de x, donc on note encore des f sur des x, c'est la limite quand dx tend vers 0 de f de x plus dx moins f de x sur dx. Bon, cette chose-là de l'analyse standard, c'est justement ce qu'on a effacé. On a passé beaucoup de temps pour effacer tout ça, puisque ça n'a pas de sens de parler de dx en ce sens-là, etc. Donc tout ça ne marche pas sur une variété. Et oui, enfin, donc parce qu'il n'y a pas de dx qui est un vecteur, et puis vous avez, si vous voulez dériver un vecteur, si vous avez un vecteur défini en un point moins un vecteur défini en un autre point, ça n'a pas le moindre sens puisqu'ils n'appartiennent pas au même espace. Un vecteur en un point appartient à l'espace tangent en ce point-là, un vecteur en un autre point appartient à l'espace tangent en ce point-là. Vous ne pouvez même pas faire leur différence. Rien de tout ça n'a le moindre sens en géométrie différentielle, évidemment. Mais, grâce à ce flot, vous pouvez... Donc vous avez votre flot comme ça. Et vous avez un champ de tenseur défini sur votre variété. L'idée, c'est que vous ne pouvez pas comparer la valeur du tenseur ici à la valeur du tenseur là. On est bien d'accord. Mais rien ne vous empêche de ramener le tenseur, la valeur du tenseur ici en ce point-là en suivant le flot, en pullback
le long du flot. Donc l'idée de la dérivée de Lie, c'est que vous allez dériver un champ de tenseur le long d'un champ, enfin le long du flot associé, enfin, on dit dériver du tenseur ou du champ de tenseur T le long du champ de vecteur X, par définition, c'est la limite. Donc on retrouve une limite dans ce sens-là. La limite quand lambda tend vers 0 du pullback du tenseur T le long du champ X d'un paramètre lambda moins T sur lambda. C'est pas beau ça? C'est une merveille. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez votre champ de tenseur, il vaut quelque chose partout. Vous pouvez le ramener. Alors, ouais. Donc ça vous donne donc à la fin, ça vous donne un champ de tenseur de même rang, hein, puisque vous avez le pullback, ça vous laisse le même type de tenseur, moins le tenseur, tout ça vous fait un tenseur. Vous voyez qu'ici, j'ai un signe moins entre deux tenseurs. C'est quoi? C'est qu'en chaque point, vous avez la différence des deux tenseurs au même point. Tout ça est parfaitement autorisé. Ce x, d'ailleurs, pourrait être un vecteur, pourrait être un covecteur, n'importe quoi. Si je suis au même point, je peux faire tout ce que je veux. J'additionne, enfin, j'ai un espace vectoriel de tenseurs, d'accord? Donc, je peux faire ça. L'idée, c'est donc que je compare. C'est une façon de comparer le tenseur, un paramètre lambda plus bas le long des lignes de champ, ou en aval ou en amont si lambda est négatif, mais disons en aval pour lambda positif par exemple. Ça me permet de comparer le tenseur ici au tenseur là. Je ne peux pas le faire, ils ne sont pas dans le même espace. Mais si je le ramène le long du flot, alors je peux les comparer. Et bien, c'est ce que je fais. Je prends le tenseur en aval de lambda et je le ramène en 0, si vous voulez. Lambda enfin, ceci, je le fais en chaque point. Donc, si je m'intéresse à la chose en ce point-là, je regarde le tenseur en aval, je le ramène ici et je le compare à ce qu'il était. Je fais la différence. Et je divise par lambda. Et puis, donc c'est-à-dire, je fais ce qui vaut lambda plus loin, moins ce qui vaut là, divisé par lambda. Ça a l'air d'être un taux de variation, quoi. C'est qu'est-ce qui vaudra lambda plus loin, moins qu'est-ce qui vaut maintenant, divisé par lambda. Puis après, je ramène lambda de plus en plus près. Et je vais arriver à une espèce de dérivée, vraiment de taux de variation locale. Si je fais tendre lambda vers 0, j'ai la valeur de t ici, moins la valeur de t là, divisé par lambda. Puis après, la valeur de t ici, moins la valeur de t là, divisé par un plus petit. Et puis, j'arrive vraiment à la dérivée par rapport à lambda, le long du flot, donc, puisque lambda s'écoule le long du flot, j'arrive à la dérivée du vecteur. Mais attention, dans la phrase que j'ai prononcée avant, la valeur du tenseur là moins la valeur du tenseur là, c'est pas vrai. Encore une fois, on ne peut pas faire la valeur d'un tenseur quelque part moins la valeur du tenseur ailleurs. Donc il faut le ramener. Mais à chaque fois, je le ramène de moins en moins. Je fais tendre lambda vers 0. Donc je compare ce qui valait là-bas, ramener là quand même, parce que sinon je ne peux pas le comparer quand il était loin, puis quand il est de moins en moins loin, et puis donc finalement je finis par avoir le taux de variation locale de ce tenseur. Vous voyez l'idée? Oui. On dirait beaucoup qu'on est en train de faire du transport parallèle. Alors non. Avec le transport parallèle, on a trouvé une certaine notion de dérivée, enfin avec tout ce qui est les gammas, tout ce qui est la connexion. Et donc là, avec ce nouveau objet qu'on a nommé le flow, on peut définir une nouvelle dérivée qui est la dérivée de Lie. À chaque fois, c'est un peu le même objectif, c'est de transporter quelque chose et de soustraire à la fin. En fait, non. Il y a une différence. Commençons par. Il y a une différence majeure, et c'est toute la puissance fantastique de cette dérivée de Lie. Il n'y a pas besoin de structure supplémentaire. Il n'y a pas de connexion. Pour faire la dérivée covariante, il n'y a pas de connexion, pas de métrique. Pas de connexion, pas de métrique. Vous avez une variété différentielle, vous avez la dérivée de Lie. C'est absolument fantastique.
Alors vous me direz, mais pourquoi on a introduit une dérivée covariante si on a une dérivée là? Ah oui, mais il y a un petit, c'est pas un problème, il y a une caractéristique de ça, c'est que vous avez besoin de l'ensemble du flot pour amener les grandeurs le long du flot. Vous avez besoin de tout le champ de vecteurs et vous n'obtenez pas la dérivée du champ de tenseur T en ce point-là, dans cette direction-là. Parce que si vous changez de flot et que vous gardez cette ligne de champ-là, admettons c'est la même, mais celle-là, elle va plus vite par exemple, puis celle-là, elle va moins vite. Vous déformez le flot. Même si vous gardez la même ligne de champ-là, la dérivée de l'I ne sera pas la même. Vous ne transportez pas parallèlement, vous ne transportez pas le long d'une ligne de champ, vous transportez le long du flot. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que la vitesse d'une courbe, la vitesse de... Vous vous rappelez, on avait M, N, phi, une courbe ici, qui devient une courbe là par phi, et j'ai dit, le vecteur vitesse ici, il se trouve que, enfin, donc la vitesse ici, c'est la vitesse là, avec cette vitesse qui est le push forward ici. Appliquez ça ici. Vous avez votre flot, ok, sur votre variété. Je prends une courbe donnée, par exemple celle-là. D'accord? Son vecteur tangent, il est ici. Enfin, je le représente, ce serait dans le plan tangent, on se comprend. D'accord? Il y a ce vecteur-là. Je laisse évoluer le flot. Donc, j'applique une transformation phi lambda, phi x lambda. Je fais évoluer le flot d'un paramètre lambda. Alors, ce point-là, il se retrouve là. Ce point-là, il se retrouve là. Ce point-là, il se retrouve là. Et finalement, la courbe, mettons que c'est celle-là. Le push forward de ce vecteur-là, ça va être le vecteur tangent ici. Maintenant, si en fait, j'ai un autre flot, en fait, cette courbe-là, alors, donc j'ai le même vecteur ici, mais j'ai un autre flot. Cette courbe, peut-être que ce point-là, en fait, si ça a été plus vite là, peut-être que ça va... Voilà la ligne de courant plus tard. À ce moment-là, le vecteur tangent maintenant, c'est celui-là, à la courbe transportée. Donc le push forward de ce vecteur-là, dans un certain flot, c'est celui-là. Dans le flot vert, voilà, ça c'est un flot vert. Cette courbe-là est transportée au bout de lambda, donc si lambda égale 0, puis lambda. Cette courbe se retrouve là, donc le vecteur tangent ici devient ce vecteur tangent-là. Si maintenant j'ai un flot rouge avec la même ligne ici, pour mon point, j'ai un flot rouge qui fait, je sais pas, qui fait ça, je sais pas, un autre flot rouge, je transporte, ça devient compliqué, je transporte cette même courbe, je la transporte, peut-être que maintenant, ici, elle va avoir une autre forme. Et le nouveau vecteur tangent ici, le vecteur tangent push forward, ne sera pas le même qu'avant. Donc vous voyez que la manière dont sont push forward et pull back les grandeurs le long d'un flot ne dépendent pas juste d'une ligne de champ, ils dépendent du flot complet. Et donc, quand vous allez ramener ici un tenseur, par exemple, un vecteur ou un tenseur, n'importe quoi, vous allez le ramener ici, ça ne dépend pas juste de la direction de la courbe le long de laquelle vous vous transportez, contrairement effectivement au transport parallèle où vous suivez une courbe, vous avez bien défini le transport parallèle, qui est d'ailleurs indépendant, on l'avait souligné, de la vitesse de paramètre. Si vous avez une courbe donnée, vous pouvez y aller vite, pas vite, ça ne change rien sur la dérivée covariante, enfin sur le transport parallèle. Tandis que là, si vous accélérez à un endroit, ce n'est pas la même courbe intégrale. Donc tout ça, en fait que c'est très différent.
Mais la puissance de la dérivée de Lie, enfin c'est très différent, il y a une idée de dérivation, on est bien d'accord, mais la dérivée de Lie n'a pas besoin de structure supplémentaire. C'est tout à fait remarquable. Tandis que le transport parallèle, oui. Oui. Non, non, c'est vous, oui. Ouais. Du coup, la dérivée de Lie sur une sphère ou sur une ellipsoïde ou sur une patatoïde, vu que c'est la même variété, vu que c'est toujours S2. Si vous avez le même champ de vecteur, la même chose, si on a le même champ X. le long du champ X, oui, oui. Okay. Ouais. Ouais. Oui, donc oui, effectivement, c'est une bonne façon de voir aussi que c'est une notion quand même très différente. Mais c'est presque, enfin, c'est une notion native, donc vraiment sur la variété, juste avec sa structure différentielle. Et c'est une notion naturelle. Enfin, définir des choses comme ça, c'est assez naturel. Je ne peux pas comparer les vecteurs, les tenseurs, les covecteurs en des points différents, mais si j'ai un flow, je peux ramener le long des lignes de champ, des courbes intégrales, je peux ramener les grandeurs quelque part ailleurs. Ok. Alors, que dire de tout ça? Eh bien, alors il faudrait sans doute le montrer en détail, mais je suis sûr que vous en avez déjà l'intuition. Je vais simplement l'affirmer. Dans un sens, c'est évident. Dans l'autre, il faut regarder un tout petit peu en détail. Mais le point clé, c'est que si X est un champ de Killing, en fait, non pas si, mais c'est si et si. X est un champ de Killing, si et seulement si la dérivée de G le long du flot est nulle. C'est bien ce qu'on a dit. Quand on se balade le long du flot, G ne change pas. C'est-à-dire le push forward, enfin, par la famille, on avait défini le champ de Killing comme ça. Phi étoile G égale G, quel que soit lambda, hein, bien sûr. Ça, c'est la définition d'un champ de Killing X, qu'on note souvent en K, enfin, je note X pour l'instant. Eh bien, si la métrique ne change pas quand on se balade le long du flot, bah oui, sa dérivée est nulle. C'est-à-dire, si je la ramène et que je la compare là où elle était, quand je l'ai ramenée, c'est la même. Donc, lui moins lui égale 0. Enfin, si ici j'ai G, on voit bien phi étoile G moins G, ça fait 0. Donc, quel que soit lambda, donc a fortiori, ça limite 0. Enfin, c'est une constante. Voilà. Ça, c'est toujours une constante, c'est même la constante nulle. Donc oui, sa dérivée de Lie est nulle. C'est vrai dans l'autre sens aussi, simplement parce que c'est quel que soit lambda. Enfin pardon, là, c'est en chaque point. Hein, c'est-à-dire, je fais tendre lambda vers 0, mais ça doit être vrai tout du long du flot, c'est-à-dire, le t ici, c'est, c'est quel que soit p, en fait. Hein. Donc c'est ça qui établit l'équivalence. C'est vrai partout. Ok. Donc, alors ça, l'avantage, c'est que ça permet... Oui. Moi j'avais une question parce que dans le T qui est dans le phi étoile, c'est pas T plus lambda, c'est pas, on est à un point plus loin et on le ramène. Si, c'est ça. Donc c'est pas T en P. Ah, T en P. oui, merci. En phi lambda x de P. Non, c'est tout ça de P. Je le ramène et je regarde ce qu'il vaut en P. Non, oui, c'est ça. Oui. Dit autrement, un champ de Killing, c'est un champ de vecteur où les lignes de champ sont des lignes isométriques. Isométriques au sens la métrique est conservée le long des lignes de champ. La métrique est conservée le long du flot. Ouais. Donc le long d'une ligne du champ de vecteur. Le long du flot. On a dit
entre guillemets champ de vecteur au sens où c'était un champ. Ah oui, le long du champ de vecteur, pas d'une ligne de champ. Le flow, partons d'un point P, Ouais. le flow qui emmène à un autre point, du coup trace la ligne de champ. Trace les lignes de champ, c'est ça le truc. En fait, vous ne pouvez pas en isoler une seule. Parce que vous pouvez avoir des champs différents qui, pour un endroit particulier, enfin, qui ont, si vous voulez, vous pouvez avoir des champs différents qui ont une ligne de champ en commun. Des champs différents qui ont une ligne de champ en commun. Mais qui n'auront pas. S'ils ont toutes les lignes de champ en commun, c'est le même champ. Mais, comme je disais, vous pouvez avoir. Voilà un champ très simple sur une ligne. Vous pouvez avoir, voilà, vous avez un champ constant, là, par exemple, dans R2 euclidien. Voilà un champ. Je peux avoir un champ, donc ça, c'en était un. En voilà un autre. D'accord ? Cette ligne de champ-là est la même. Celle-là. C'est une courbe intégrale paramétrée de la même façon. Simplement, si vous transportez le flot, si vous laissez évoluer, vous prenez cette ligne-là, voilà une ligne, et vous la faites évoluer par le flot, là, elle va se retrouver comme ça, puis là, comme ça, parce que là, ça va juste plus vite que là. Alors que dans celui d'avant, ça aurait continué parallèlement. Donc, voilà. Mais, et du coup, Du coup, par exemple, la tangente à cette ligne-là, c'est ça. Par exemple, le vecteur tangent à cette ligne-là, si on va par là. Ici, c'est celui-là. Ici, c'est celui-là. Donc, le tiré en arrière, le pullback de ce vecteur-là, ici, par le flot, enfin, de ce vecteur-là, c'est ça. Maintenant, si vous aviez comme flot celui que j'avais dessiné au début, là, le flot parallèle, alors le tiré en arrière de ça, c'est celui-là. Pourtant, vous l'avez tiré sur la même ligne de champ, qui est la même, mais ce n'est pas le même flot. Et donc, ce n'est pas le même tiré en arrière. Vous voyez ? Donc, vous voyez que dans le flot parallèle, ce vecteur-là est ramené ici en celui-là. Tandis que dans le flot pas parallèle, ce vecteur-là est ramené en celui-là. Pourtant, c'est la même ligne de champ. Donc ça répond aussi à votre question sur le transport parallèle. Vous voyez là, lui est ramené là ou là, alors que c'est la même ligne de champ, avec le même vitesse de paramètres et tout, mais cette ligne de champ n'est pas insérée dans le même flot. Donc c'est vraiment le flot entier qui joue ici. Et donc c'est un prix à payer si on veut. On ne peut pas dériver dans une direction. Je ne peux pas donner la dérivée. Quand on écrit nabla x, y, je dérive le champ de y en chaque point, le champ y dans la direction de x en ce point-là. Et ça dépend juste de la direction de x en ce point-là. Ça ne dépend pas de ce qui se passe autour. Je regarde comment évolue le champ y en un point, dans une certaine direction, en ce point-là. Pour faire ça, on l'a vu, on a besoin d'une structure supplémentaire qui est la connexion. Ici, on n'a pas de structure supplémentaire, donc c'est très très puissant, mais on ne peut pas dériver un champ de vecteurs dans une certaine direction en un point, parce que ça dépend de l'ensemble du flot, de ce qui se passe autour. Voilà. Donc c'est vraiment deux choses différentes, mais c'est deux notions qui sont utiles l'une et l'autre. Et en l'occurrence, pour définir les symétries, on comprend bien que c'est une symétrie globale de la métrique. Enfin, donc un champ de vecteurs est une isométrie si la métrique ne change pas quand on suit le flot de ce champ de vecteurs. Alors, je voulais dire quoi ? Ben oui, alors il faut qu'on écrive maintenant... il faut qu'on écrive effectivement
Bon, ça, l'algèbre de Lie, je vais passer. Ok, on va faire... allez, je sais pas, c'est un petit b, c'était peut-être la définition, ça. En pratique... Alors, dérivée de Lie... d'une fonction. Dérivée de Lie d'une fonction, bah, allons-y. Lx de f égale limite quand lambda tend vers 0 de phi étoile x lambda de f moins f sur lambda. D'accord ? J'applique cette idée à une fonction proprement dite, enfin une fonction, de la variété dans R. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, phi x étoile lambda de f. Donc c'est le tiré en arrière de la fonction. Vous vous rappelez ce que c'est le tiré en arrière de la fonction? C'est juste f rond la fonction. D'accord? Donc ceci est limite quand lambda tend vers 0 de f rond phi x lambda moins f sur lambda. Et donc ça, je vais l'écrire astucieusement, si je puis dire, de la façon suivante. Vous êtes d'accord avec ça? Phi x0, c'est l'identité. On a vu, le flow, si vous ne déplacez pas, vous restez au même point. Oui, d'accord, bravo. Et du coup, ça, ce n'est rien d'autre, parce que ça, c'est une fonction de R dans R. Ça, c'est f rond phi x lambda, si vous voulez, prime. C'est la dérivée en lambda. Et donc ça, or, phi x lambda, là, de P, enfin phi x lambda, pardon, phi x de lambda, phi x lambda, là c'est en tant que fonction de lambda. Ça, c'est le point P de la courbe intégrale au paramètre lambda. La courbe intégrale passant par P en lambda égale 0, toujours pareil, toujours la même courbe intégrale qui passe par P, c'est la valeur de... Enfin, c'est le point en aval de lambda. Donc, si vous voulez, le flow, il désigne une courbe sur la variété. Et quelle est la vitesse de cette courbe? Bah, précisément la valeur du champ, le champ, x. Donc la vitesse de cette courbe, phi x, je peux mettre un 10p maintenant. La vitesse de cette courbe en lambda égale 0, par définition, c'est x de p. Puisque la courbe intégrale, c'est la courbe dont la vitesse est la valeur du champ. Mais par ailleurs, ça, la vitesse, comment on a défini la vitesse? C'est
l'application qui prend une fonction et qui donne la dérivée. D'accord ? Je vais le faire comme ça. Cette vitesse appliquée à une fonction f, par définition, c'est f rond le gamma ici, là. Phi x p prime. Donc en lambda égale 0. Or ça, c'est x. Donc ça, c'est x appliqué à f. Donc ça, c'est x appliqué à f. C'est x au point P appliqué à f. Moralité, la dérivée de f, la dérivée de l'I de f appliquée à f, c'est x appliqué à f. Waouh, génial. Yes. Magnifique. Ça doit vous rappeler la dérivée covariante de x appliquée à f, c'est x appliqué à f. Oui, quand on agit sur une fonction, le vecteur, c'est la dérivée directionnelle. Évidemment, on retrouve ça, la dérivée covariante doit donner ça, la dérivée de Lie donne ça aussi. C'est tout à fait naturel. Et puis, c'est vraiment l'essence de la définition d'un vecteur tel qu'on l'a introduit depuis le début, il y a donc des mois, ou des semaines. Vous regardez la dérivée directionnelle. Donc, c'est exactement là, et la dérivée de Lie, c'est le long du flot. Ben justement, la direction du flot, enfin, l'idée du flot, c'est que vous avez des lignes de champ qui, donc, en chaque point, ont pour vitesse le champ en question. Donc, tout ça est complètement naturel. Une fois que vous serez un petit peu habitué à cette notion, vous verrez que même faire cette démonstration, c'est presque vous insulter. Mais ça vaut le coup de le voir. Oui ? La blague XF que vous avez notée, c'est bien la dérivée covariante. Là, oui, c'est juste pour vous rappeler que... Pour une fonction scalaire, du coup, la dérivée de Lie, ça correspond à la dérivée covariante. Ouais. Peu importe la dérivée covariante. Oui, parce que vous avez... Parce que c'est la dérivée partielle. Oui, voilà. C'est la dérivée directionnelle, tout simplement, il n'y a rien d'autre. Les facteurs gamma, ils interviennent comme les dérivés d'un vecteur dans la direction d'un autre vecteur. Et là, vous ne dérivez pas un vecteur, vous dérivez la fonction. Donc c'est juste sa dérivée directionnelle. Donc c'est comme ça qu'on a défini le vecteur x, comme la dérivée directionnelle des fonctions. Donc voilà, ça allait de soi, et ça va de soi aussi, ça découle directement de la définition, puisque vous ramenez la fonction le long du flot, donc précisément dans la direction du flot. Donc ça donne ça, ça ne pouvait pas donner autre chose, évidemment. Ok, maintenant, pour savoir comment écrire ces dérivés de quelle heure est-il? Je vais avoir peur, oui, j'ai peur. Comment définir, comment trouver maintenant la dérivée de Lie des vecteurs, des tenseurs, etc. Parce qu'on va vouloir écrire à la fin, on va vouloir écrire que la dérivée de Lie de G, de la métrique, est nulle. Ça va être ça, le critère d'un vecteur de Killing, qui génère les symétries, enfin associé aux symétries, etc. Donc, alors, je vous donne simplement les propriétés de cette dérivée de Lie, qui découle à nouveau de sa définition. Propriété générale, j'aurais peut-être dû le dire avant même de faire cet exemple, mais bon, c'est pas grave. Propriété générale. Eh bien, cette dérivée de Lie, c'est une dérivée, tout simplement. Donc, c'est linéaire. Alors, c'est R linéaire, hein, c'est pas C infini linéaire, évidemment. Une dérivée, vous allez avoir la règle de Leibniz. Donc vous avez L Lx. Alors, de L1 plus lambda T2 égale Lx de T1 plus lambda Lx de T2. À la différence de la dérivée covariante, par contre, c'est seulement R linéaire ici.
hein, aussi. Donc L, je ne devrais pas mettre des lambda, ça fait penser à un paramètre, mettons alpha, enfin un nombre quelconque, alpha réel. Donc alpha x de t, c'est alpha Lx de t, mais attention, c'est pas vrai si ici je mets un truc qui est pas réel. Hein. Donc c'est pas C infini de M linéaire, hein. C'est R linéaire. Pourquoi? Justement parce que, on va le voir tout de suite après, mais voilà. Donc, ok, la R linéarité partout, le point clé, c'est la règle de Leibniz. Et donc, la dérivée de l'I de T1 croix T2, produit tensoriel, comme toujours, c'est, enfin comme on pouvait s'y attendre, c'est la dérivée, parce que c'est une dérivée, hein, de T1 croix T2, plus, vous ne touchez pas au premier et vous dérivez le deuxième, T2. Et puis, vous pouvez écrire aussi toutes les versions qu'on a vues tout à fait de même avec la dérivée covariante, plus un cas supplémentaire, justement, dans le cas des vecteurs appliqués aux fonctions, qui fait toute la différence, mais vous avez, par exemple, Lx de... On avait pris quoi comme exemple avec la dérivée covariante, je ne sais pas... YZ, voilà, par exemple. Okay. La dérivée de l'I le long du flot de X de un tenseur, ça c'est un tenseur donc de rang 1, 2, d'accord, de T appliqué à oméga YZ, c'est quoi? Ben, Leibniz. Donc c'est Lx de T, vous dérivez le tenseur et vous l'appliquez aux autres que vous n'avez pas bougé, plus le tenseur que vous ne touchez pas, et puis vous l'appliquez à la dérivée du premier, et puis vous ne touchez pas aux autres, plus t de oméga Lx de y, et puis vous ne touchez pas aux autres, plus t de oméga, voilà, donc je ne vais pas en écrire plus que ça, hein, je crois que ça va suffire, Lx de z, voilà, Leibniz, d'accord. Quand vous avez un truc où plein de choses peuvent bouger, eh ben, la dérivée, c'est la somme de tous les termes où il n'y en a qu'un qui bouge, parce que vous êtes à l'ordre linéaire, enfin c'est le truc habituel, d'accord? Ouais. Du coup, c'est R linéaire, il n'y a aucune C infini linéarité, ni dans un non. ordre, ni dans l'autre. Non. Contrairement à la dérivée covariante, parce que je crois que c'est infini. C'est infini linéaire ici. Voilà, ici. Ouais. Et là, c'est même pas C infini linéaire dans le champ vectoriel. Non. Et on va voir tout de suite pourquoi, mais c'est justement parce que ça dépend de ce qui se passe à côté. Ça ne dépend pas juste de la direction dans laquelle vous dérivez, ça dépend du flot complet. Donc si vous rescalez différemment, si vous multipliez tous les vecteurs par un même nombre, ok, c'est le même flot, c'est juste vous parcourez plus rapidement, vous dévalez la pente, enfin vous parcourez vous nagez dans la rivière plus vite, si vous voulez. Enfin, voilà. La rivière s'écoule plus vite, et si elle s'écoule 2 fois plus vite, bah, la dérivée de tout est 2 fois plus grande. Très bien. Mais maintenant, si vous commencez à appliquer en chaque point des facteurs d'échelle différents, vous déformez le flot, et à ce moment-là, c'est plus du tout la même dérivée de l'I. C'est géométriquement naturel. Donc, bon, voilà, on a tous ces trucs-là. Alors, ça permet, en particulier, en l'appliquant à un champ de vecteurs. Donc, je dérive de l'I, je fais la dérivée de l'I le long du flot, enfin, dans le long de X, de son flot, de Y de F, où Y est, c'est un champ de vecteurs, et puis F est une fonction, c'est infini de M, d'accord? Donc un champ de vecteurs appliqué à une fonction, c'est une fonction, c'est infini, tout est lisse bien sûr, et donc ça, je sais ce que ça vaut x appliqué à y de f. Okay? Puisque c'est une fonction,
donc la dérivée de l'i d'une fonction, c'est ça, quoi, dans la direction de x, enfin, le long du flot de x, c'est x appliqué à f. Donc ça, c'est une chose, d'une part. Et d'autre part, j'applique Leibniz. Donc par ailleurs, ça, c'est égal à, eh bien, c'est égal à la dérivée de y, le long du flot de x, appliqué à f, plus y appliqué à la dérivée de f le long de x. Mais la dérivée de f le long de x, c'est x appliqué à f. À nouveau. Ça, c'est l'évidence initiale. Par conséquent, je vois que, quel que soit f, Lx, y, Lx de y appliqué à f, c'est ça, moins ça. C'est x de y de f moins y de x de f. Et voilà la merveille. C'est donc le commutateur, le crochet de Lie. Il est préférable de dire le crochet de Lie appliqué à f. Waouh! Donc Lx de y, c'est xy. Et voilà, c'est beau. OK, continuons. C'est pas comme si on avait 2 heures devant nous. Encore qu'on aimerait bien. Ça dépend du référentiel. Ça dépend des référentiels. Ouais. Alors, ben, ok. Donc, dérivée de Lie. Donc ça, c'était la dérivée de Lie d'un vecteur. Maintenant, dérivée de Lie d'un covecteur. Oui, alors peut-être, pardon, avant ça, excusez-moi, en composante, comment ça s'écrit ça? On l'avait déjà vu. Bon, je le mets là, pardon, je fais une parenthèse. Donc, Lx de y, la ième composante de Lx de y, ça va être, on l'avait calculé, hein, donc donc ça fait, alors ça fait x, si x égale xi d sur dxi, et y égale yj d sur dy, sur dx j, c'est dans une carte x quelconque. Donc ça me fait xi dyi sur, pardon, yj sur dx i. Hein, donc c'est toujours pareil, hein, ça c'est comme si c'est la dérivée partielle. Là, c'est comme le début de la dérivée covariante, d'accord, ici. Mais là, vous n'avez pas le gamma, vous avez moins, c'est antisymétrique. Hein, x virgule y, c'est moins y virgule x. Ça se voit dans la... Ben, ça se voit là. Enfin, on a vu que ça faisait ça, hein, on n'y peut rien. Et donc, ça fait moins y... moins y... bon, je vais remettre dx... Non, pardon, je vais appeler ça j, voilà, ok, dj sur d, ici, ok. Hein, donc ça c'est la jème composante. Refaites-le, on l'avait fait, on l'avait fait, hein. Si, on l'a calculé, le commutateur, non? On l'a pas fait? Si.
Donc ça vous donne ça. C'est antisymétrique, ça va dans la définition. Qu'est-ce que je voulais dire là? Donc, ok. Oui, alors, et maintenant, la dérivée pour un covecteur. Alors, Lx oméga, donc ça, c'est une forme linéaire, donc elle a des composantes covariantes. Et donc, de la même façon, c'est, ça va être xi d de oméga, pardon, xj d de oméga i sur d, je vais garder les mêmes indices que là, pardon, j i d oméga j sur des x i, d'accord? Donc ça commence pareil, vous dérivez, c'est la dérivée partielle des composantes, plus, alors, cette fois plus et plus la même chose, donc oméga i, pardon, oméga, donc d rond x je vais mettre j'aurais peut-être dû mettre un K sur d rond xj. Voilà. OK. Et de la même façon, tout ça s'obtient, alors que, oui, là je vous l'affirme parce qu'on n'a pas trop le temps, mais comment on obtient ça? En disant que Lx de oméga appliqué à y, d'accord, qui est juste x appliqué à oméga de y, puisque oméga de y, forme covecteur, vecteur, ça c'est une fonction. Hein, donc ça, d'un côté, c'est x appliqué à oméga de y, et de l'autre, c'est Lx de oméga appliqué à y plus oméga appliqué à Lx de y. Donc vous voyez que dès lors que vous savez dériver les fonctions et les vecteurs, vous savez dériver les covecteurs. Et à chaque fois, vous montez d'un cran exactement comme on l'a fait avec la dérivée covariante. Donc il suffit de l'écrire et vous obtenez ça. Et on obtient exactement comme pour la dérivée covariante. Si je mets en dessous ici ce qu'on avait pour la dérivée covariante, vous vous rappelez, on avait nabla x, y, j, c'était xi d rond yj sur d rond xi, donc ça démarrait pareil, et là on avait plus gamma gamma k j i YK XJ. D'accord? Pardon, non. Je me suis encore perdu. KI, XI, J. Voilà, pardon. OK? Donc vous voyez, pour la dérivée covariante, donc on a toujours ce terme, okay, la dérivée des coordonnées dans une, enfin des composantes dans une base donnée. Et là, on avait besoin d'ajouter une structure supplémentaire. Là, les coefficients de la connexion, la dérivée covariante. Et du coup, on avait un truc ici qui était linéaire en x, qui ne dépend que de x. Là, on n'a pas les coefficients supplémentaires, mais on le paye par les dérivés de x. Donc vous voyez que ça dépend de comment x se comporte, enfin,
Ça ne dépend pas juste de la direction de x et de ce que vaut x. Ça dépend de comment varie x, le champ x, autour de là où on se trouve. Hein, ça illustre, je dirais, algébriquement ce que je disais tout à l'heure, géométriquement. La dérivée de l'i, le long du flot de x, ça ne dépend pas que de la direction de x ici, enfin, au point où on regarde, ça dépend du flot complet. Et vous le voyez ici apparaître avec les dérivées du champ de x, dans toutes les directions, pas juste dans la direction de x. Non, dans toutes les directions, quoi. OK, donc ce que vous voyez, c'est que quand on fait la dérivée covariante, on a en fait les dérivées, la dérivée des composantes, les dérivées partielles, plus des gamma, et on avait plus des gamma pour les indices contravariants en haut, et moins les gamma pour les indices contravariants en bas, covariants en bas. Pour la dérivée de l'i, en fait, c'est exactement le même principe, puisque ça s'obtient à chaque fois en appliquant la règle de Leibniz, sauf que ce que vous voyez là, c'est que vous avez le moins pour les indices covariants, contravariants, et vous avez un plus pour les indices covariants. Simplement, ça alterne à chaque fois, un coup sur deux, quand vous appliquez Leibniz. Hein, c'est toujours la même idée. Donc, si on l'applique maintenant au cas d'une métrique, avec deux indices covariants, parce que c'est celui qui va nous intéresser, ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est tout. OK, donc la généralisation. Donc on l'a fait explicitement pour les fonctions. On l'a fait explicitement pour les vecteurs en utilisant la règle de Leibniz. Faites-le explicitement pour les covecteurs en appliquant Leibniz. Exactement ce que j'ai écrit là. Il suffit de remplacer ça c'est connu, donc vous obtenez ça évidemment, c'est l'un moins l'autre, d'accord? Et donc là maintenant, si vous voulez généraliser à n'importe quel type de tenseur, je le fais en particulier pour la métrique parce que ce sera important. L dans la direction x, où x égale toujours pareil, xi d sur dxi, donc 2g, la composante mu nu de ce truc-là, eh bien c'est d'abord xi dg mu nu sur dxi, donc toujours pareil, la dérivée partielle des composantes, et puis il y a deux indices en bas, donc ça va être 2 plus, vous allez avoir plus, donc g, c'est toujours pareil, hein, vous touchez, vous traitez le premier indice sans toucher aux autres, donc g, i, nu, et vous avez ici dx, pardon, non, je ne vais pas mettre le i ici, puisqu'il est déjà là. Oui. Bon, c'est pas la même sommation, tant pis, je laisse le i, mais c'est une somme ici, puis une somme là. C'est un indice muet séparé, mais c'est pas. Enfin, il n'y a pas d'ambiguïté possible, hein, puisque. OK, sur dx, alors du coup, c'est le mu que je n'avais pas touché, plus g, cette fois, je ne touche pas au premier et je bouge le deuxième, donc je remets un i, ça pourrait être un j, ça pourrait être n'importe quoi qui est muet à nouveau, là. G mu i, d rond, xi sur d rond, x nu. Donc vous voyez comment ça se passe. Si vous aviez un tenseur de rang 2, 3, vous auriez donc deux indices en haut avec des moins et 3 indices en bas avec des plus. Bref, toujours la même chose. OK. Magnifique. Il est, on dit, on va y arriver à faire ce que j'avais prévu de faire dans la première partie du cours. Mais c'est important, ces notions. Vous les retrouverez dans différents contextes. Et puis, c'est nécessaire pour pouvoir, encore une fois,
alors, définir les symétries, on pourrait se dire, on s'en fout, on fait comme si on comprenait ce que ça veut dire, jamais une bonne attitude, mais on va dériver maintenant l'équation de Killing et les quantités conservées associées à ces symétries. Et ça va être absolument capital pour résoudre, par exemple, l'équation des trajectoires dans la métrique de Schwarzschild ou dans n'importe quelle métrique. Comme vous savez, résoudre les équations du mouvement, c'est très souvent compliqué. Mais si vous avez des intégrales premières, des quantités conservées, alors vous allez directement à la solution. Et ça va être absolument capital. Et vous connaissez tous le théorème de Noether, qui dit qu'à chaque symétrie du Lagrangien, vous avez une quantité conservée. Bon, et bien là, c'est pareil en fait. On a une symétrie. Alors, il est où le Lagrangien? Le Lagrangien, c'est pour une particule libre qui suit une géodésique, le Lagrangien, c'est la métrique en quelque sorte. Enfin, le Lagrangien, c'est la longueur de la courbe. C'est-à-dire, vous avez G mu nu, X point mu, X point nu. C'est ça la longueur de la courbe. Enfin, la longueur au carré, si vous voulez. Et c'est en disant que l'action était stationnaire qu'on a obtenu l'équation, enfin l'action, donc la longueur de la courbe est stationnaire, c'est comme ça qu'on a obtenu l'équation géodésique. D'accord ? Mais, donc si vous êtes le long d'une géodésique, oui. Vous avez... Monsieur, oui. les symétries, on va les utiliser pour quoi du coup? On va les utiliser pour... on va regarder les symétries du champ pour regarder les équations de trajectoire ou pour les équations du champ? Ou pour les deux? Parce que dans le cas de Schwarzschild, du coup, je pensais plutôt qu'on avait utilisé ça pour regarder les symétries de G pour simplifier les équations de champ. Oui. C'est un peu de la même manière qu'avec le champ électrique, on utilisait les symétries du champ électrique et avec le théorème de Gauss, et ben on pouvait, ça simplifiait. Absolument. Donc tout à fait. Donc ça, c'est pour ça que c'est important de parler de symétrie pour savoir de quoi on parle. Après, je pourrais aussi vous balancer la métrique de Schwarzschild en disant, ben voilà ce qu'on obtient. D'ailleurs, c'est un peu ce que je vais faire malgré tout. Mais au moins, vous savez ce que c'est qu'une symétrie. C'est pas... enfin voilà, si je vous dis cette métrique a cette symétrie, vous savez ce que ça veut dire. Il suffit de calculer sa dérivée de Lie. Et là, c'est très simple à faire. C'est là la différence. C'est que, voilà. Vous calculez ce truc. Je vous donne une métrique. Vous calculez ça. Ça vaut 0 ou ça ne vaut pas 0. Si ça vaut 0, ben, c'est un champ de Killing. Mais donc, le point clé, c'est que à ce champ de Killing, qui est donc une symétrie du Lagrangien de la particule libre, est associée une grandeur conservée, comme Noether. Enfin, c'est Noether appliqué au Lagrangien de l'espace-temps, si vous voulez. Enfin, au Lagrangien d'une particule libre, plutôt dans l'espace-temps. Et donc, on va obtenir, donc il nous reste un quart d'heure, on va faire ça dans le quart d'heure qui vient, l'équation de Killing, c'est-à-dire dire que ça égale 0. Donc, la définition d'un champ de Killing, c'est que la dérivée de Lie le long de son flot, de G, vaut 0. Donc dire ça égale 0, ça donne une équation pour X. Et ça, c'est l'équation de Killing. Donc c'est une équation différentielle qui va vous dire, voilà ce que doivent vérifier les composantes d'un champ de Killing. Une chose. Deuxième chose, une fois qu'on a un champ de Killing, on a une grandeur conservée. Et ça va être très utile. Ça va correspondre à... par exemple, pour l'invariance par translation dans le temps de la métrique, ça n'a pas grand sens de parler du temps d'une métrique, parce que vous savez, la direction du temps, il y en a autant que vous voulez. Mais ce qui correspond à cette invariance le long d'un certain vecteur de Killing, champ de vecteur de Killing
temporelle, ça va être l'équivalent de l'énergie. Et si vous avez un champ de Killing qui correspond à une symétrie de rotation autour d'un axe, ça va vous donner la conservation du moment cinétique associé, d'accord? Ou l'équivalent de ça traduit en relativité générale. Donc vous allez avoir des grandeurs conservées, énergie, moment cinétique pour le dire vite, et ça permet après de résoudre des problèmes très simples sans avoir à écrire les équations du mouvement, qui sont beaucoup plus compliquées, surtout dans un espace-temps courbe. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire ça, et je ne pouvais pas faire l'impasse, d'autant que c'est magnifique. Ces histoires de flow, de push forward, pull back, etc., vous voyez la logique sous-jacente, c'est très géométrique en fait, c'est très agréable. Alors, j'en étais où? J'en étais à équation de Killing. Je crois que c'est un 5e. Équation de Killing, très simple. Hein. Donc, je vous rappelle, au passage, que la métrique est compatible, ça va nous aider. Hein. Donc ça, c'est la compatibilité. De la métrique et de la dérivée covariante ou de la connexion de lambda. Donc ça, c'est une chose. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est... Et ça, vous voyez à nouveau, d'ailleurs, une différence entre la dérivée de Lie et la dérivée covariante, par exemple. Ceci est vrai, quel que soit x. Hein, donc la dérivée covariante de la métrique, pour la métrique de Levi-Civita, on est d'accord, hein, celle qui est compatible avec pour la connexion de Levi-Civita, celle qui est compatible avec la métrique, la dérivée covariante dans n'importe quelle direction de G vaut 0. C'est la condition de compatibilité. Hein. C'est-à-dire si vous faites un transport parallèle, vous ne changez pas les longueurs et les angles, etc. Maintenant, pour un champ de Killing, on a Lx de G égale 0. Donc ça, c'est vrai pour n'importe quel champ. Ça, c'est vrai que pour la dérivée, que pour un champ de Killing, évidemment. Qu'est-ce que j'étais perturbé? Qu'est-ce que j'en étais où? Oui, donc je veux écrire ça. Alors, est-ce que j'ai le temps de vous le faire? Peut-être que... Alors... Je vais essayer de simplifier. On peut montrer, excusez-moi, je fais un petit raccourci, mais je vous laisse le démontrer en exercice. D'ailleurs, c'était dans l'examen de l'an dernier, de montrer que ça, donc ça c'est OK, la dérivée de Lie telle qu'on l'obtient, simplement en appliquant la règle de Leibniz et la définition, OK. On peut montrer qu'on peut remplacer les dérons ici par des nablas de la façon suivante. On peut écrire en fait LXG mu nu égale XI nabla d sur dxi de G mu nu plus GI nu nabla d sur dx mu de x i plus g mu i nabla, donc dérivée covariante, hein, d sur dx nu x i. On peut montrer ça, c'est très simple à montrer. Vous partez de là,
et vous exprimez ces dérivées covariantes comme... C'est quoi la dérivée covariante d'un tenseur? C'est la dérivée partielle de ses composantes plus les gammas. Alors, moins les gammas quand il y a des indices en haut, et plus les gammas quand il y a des indices en haut. Moins les gammas quand il y a des indices en bas, plus les gammas quand il y a des indices en haut. Vous en avez 2 en bas, 2 en haut. Vous faites le truc et vous allez voir que ça le fait. C'est-à-dire, les gammas, c'est les mêmes qui apparaissent. Il doit falloir écrire à un moment que la connexion est sans torsion, et donc on peut intervertir les indices. Il suffit de le faire, il y en a pour 3 lignes. Vous pouvez montrer ça. L'intérêt de l'écrire comme ça, c'est que si on a une métrique compatible, métrique de Levi-Civita, ça c'est 0. D'accord? Parce que ça c'est la dérivée de G, en l'occurrence dans la direction D sur DXI, mais dans n'importe quelle direction, ça fait 0. Donc ça fait 0. Par conséquent, dire qu'on a un champ de Killing, c'est dire que ça est égal à 0. C'est donc dire que ça, c'est égal à 0. OK? Et maintenant, je sors du chapeau une autre propriété qu'on avait déjà énoncée, qui est que parce que la métrique est compatible, vous rappelez que la montée et la descente des indices, je mets des guillemets, commute avec la dérivée covariante. C'est-à-dire que le bras de la dérivée covariante d'un vecteur, c'est la dérivée covariante du bras. Je vous rappelle, bras de la dérivée de y, c'est la dérivée du bras de y. Hein, ou je vous rappelle à nouveau que si y, c'est yi, yi d sur dxi, le bras en question, le bras de yi, c'est celui qu'on note en bas comme ça, et qui s'écrit gij, yj. On descend les indices avec la métrique. Hein. Vous êtes habitué à ça? Oui? Pourquoi est-ce que la nabla de D sur dxi de G est égale à 0 ici? Parce que la métrique... OK? Voilà. Donc on a ça égale 0, et ce que vous voyez là, c'est que ça, c'est la descente d'indice de ce machin-là, et ça, c'est la descente d'indice de ce machin-là. Donc, en vertu de cette propriété, je ne sais plus si on l'avait démontré ou si je voulais... Enfin, ça découle aussi de la compatibilité ici. Hein. D'accord? Vous pouvez, comme nabla x de g vaut 0, vous pouvez faire passer le g... enfin, vous pouvez le rentrer... Si vous voulez, vous pouvez le rentrer là d'une façon... il faut regarder en détail, mais ça marche, donc ça fait ça. Donc ça veut dire que ça, en fait, c'est pareil que la composante en bas de la dérivée du truc. Donc ça, ce n'est rien d'autre que... Donc l'encadré rouge, là, égale 0. Ça équivaut donc à... donc nabla... d sur dx mu de... donc je descends l'indice de x nu. Attention, hein, c'est nu après avoir pris la dérivée covariante. C'est un piège habituel. On écrit tout le temps, on écrit en général nabla mu x nu. D'accord? Enfin, ça c'est assez classique, il n'y a pas de problème à écrire nabla mu au lieu de nabla d sur dx mu, c'est juste un raccourci, ça c'est pas gênant. Ce qu'il y a de gênant dans cette écriture, c'est qu'on ne sait pas si c'est... On ne sait pas si c'est ça. Donc ça, on ne sait pas si c'est ça. Ou ça. C'est toujours un problème. En général, on écrit ça parce qu'on sait de quoi on parle. Mais il y a des pièges colossaux là, et je vous encourage vivement à ne pas utiliser ce genre d'écriture. Parce que si c'est la dérivée covariante de x nu, x nu c'est une fonction, c'est un nombre, enfin c'est une fonction, c'est un nombre en chaque point, c'est une fonction, donc c'est juste la dérivée partielle. Par contre, si c'est nabla mu de x, et vous regardez la nuième composante, alors c'est la dérivée partielle plus le gamma machin.
Donc, ce n'est pas la même chose. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'est bien comme ça. Je prends la dérivée de x et je regarde la nuème composante. C'est le bras du truc. Ce qui est écrit, ça, c'est le bras du truc. Et je dis que c'est la dérivée du bras. Et ensuite, je regarde la nuème composante. Donc, c'est la dérivée du bras. Et ça, c'est vu en tant que bras. Je devrais faire ça ici. C'est là où il y a le piège de donner la même lettre pour le vecteur et pour la forme linéaire associée. Bref, donc en tout cas, ça donne ça. Et plus l'autre terme, donc c'est pareil. Là, je descends l'indice de ce machin-là, de cette dérivée, mais je peux dériver le truc après la descente d'indice, donc ça fait plus nabla d sur dx nu, oui c'est bien ça, de x, mais de la version bras du x, c'est pour ça, comme c'est un bras, c'est pour ça qu'il a un indice en bas, covariant, égale 0. Eh bien, ceci, vous voyez que ça tient en deux lignes, hein, il y a juste ça à montrer, mais je vous assure, vous mettez les gammas là-dedans, vous voyez qu'ils s'éliminent tous. Donc, ça, c'est la dérivée de l'i. Vous pouvez montrer que ça donne ça, et c'est généralisable à tous les tenseurs, justement, parce que chaque fois que vous avez des plus et des moins qui s'éliminent, ça donne ça. Et ensuite, la propriété de compatibilité de la métrique vous permet d'obtenir ça. Et donc ça, c'est l'équation de Killing que l'on note donc généralement nabla mu x nu plus nabla nu x mu égale 0. C'est la forme que vous trouverez partout pour un champ de Killing, bien sûr. Hein, donc vous voyez, il y a une espèce d'antisymétrie ici. Quelle heure est-il? Oh, aïe, aïe. Allez. Et j'écris juste la dernière... Ouais. Juste pour l'encadrement rouge, du coup, c'est quelle notation vous prenez? Oui, alors voilà, effectivement, donc c'est celle-là. Voilà. Et effectivement, c'est ça le piège. Bon, après, on peut se dire, si c'était l'autre, pourquoi on s'embêterait à mettre des nablas? On mettrait des dérivées partielles, puisque pour une fonction, la dérivée covariante, c'est la dérivée partielle. Mais, suivant le contexte, parfois c'est évident, mais parfois, je vous assure que ça ne l'est pas. Donc, je vous encourage vraiment à toujours le faire bien. OK. Et donc, toute dernière partie de ce chapitre, qui nous aura pris du coup la séance entière, mais c'est comme ça. J'en suis à un petit 6, petit 7, petit quoi? Petit combien? 6, ok. 6. Quantité conservée ou grandeur conservée. Je veux dire quantité plutôt. Eh bien, théorème. Le long d'une géodésique de vitesse v la quantité, donc en fait la contraction donc donc soit, je veux dire, soit K égale K mu d sur dx mu, un champ de Killing. Donc vous avez un champ de Killing qui est associé à une symétrie. À cette symétrie est associée une grandeur conservée. La contraction G mu nu K mu V nu, c'est-à-dire K mu V nu, est conservée. Enfin, est constante en fait, le long d'une géodésique. Enfin, ouais.
Elle est conservée au sens explicite suivant. La dérivée dans la direction de V de ce machin-là égale 0. Elle est conservée. Pardon, excusez-moi, canu, bien sûr. J'ai baissé l'indice, j'ai oublié de le changer. Je vais mettre des mu pour éviter de confondre avec le V, parce que mes nus ressemblent un peu trop à des V. Voilà. OK, hein, donc ça, c'est juste le bras associé au vecteur de Killing. Je descends l'indice. Donc c'est la contraction du bras, enfin c'est CG de KV, tout simplement. D'accord. Et donc c'est conservé au sens où, c'est-à-dire, si on suit la géodésique, la dérivée covariante le long de la géodésique au 0. Alors, j'avais encore des choses à dire à peu près. D'abord, j'aurais voulu... Enfin, démontrer ça, ça prend deux lignes, on le fait ou... Vous avez le séminaire, puis moi j'ai un avion à prendre. Par contre, c'était aussi un exercice de l'examen de l'an dernier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre, ça vous fera donc des annales pour vous entraîner. Je vais vous mettre sur Moodle l'énoncé. Je mettrai aussi sous la vidéo YouTube l'énoncé de l'examen de l'an dernier et sa correction que j'avais faite. Vous trouverez cette démonstration qui tient en 2 lignes, mais c'est pareil, il faut faire attention en particulier à ces choses-là. Tout ça, je l'avais bien détaillé. Et en gros, on est prêt. J'avais encore un mot à dire sur les symétries maximales, mais allez, je vous le dis en une seconde. On montre que pour une variété de dimension n, sur une variété de dimension n, eh bien, il y a au maximum n facteur de n plus 1 sur 2 vecteurs de Killing indépendants. Évidemment, quand vous en avez un, vous multipliez lui-même par 2, ça reste. Vous faites des combinaisons linéaires de vecteurs de Killing, ça reste. Mais vecteurs de Killing indépendants, vous en avez que n facteur de n plus 1 sur 2. Ça, pourquoi? Parce qu'en fait, pour définir le vecteur de Killing, vous voyez que il faut, enfin, au maximum, donc le vecteur de Killing, il est défini par sa valeur en un point, n composantes, d'accord? C'est un vecteur, n composantes, et ensuite, ses dérivés, parce qu'après, vous intégrez l'équation de Killing, et ça vous donne, enfin, si la métrique a cette symétrie. Donc, vous avez ces dérivés, mais attention, ces dérivés, vous voyez qu'il y a une antisymétrie ici. Donc, la dérivée covariante des mu canu, là, vous diriez, ah ben, j'ai n2 possibilités. Donc, je me donne la valeur de k, de champ de Killing, donc n composantes, et puis j'ai n2 composantes pour toutes ces dérivées covariantes. Je peux pas, voilà. Enfin, les dérivées covariantes dans toutes les directions de chacune de ces composantes. Ça fait n2. Oui, mais sauf que vous avez cette antisymétrie-là. Nabla mu x nu, c'est moins nabla nu x mu. Donc, en fait, vous n'en avez que n facteur de n-1 sur 2. D'accord? Vous avez donc n composantes plus n-1 sur 2, enfin, pour une matrice n asymétrique, enfin, antisymétrique, d'accord? Il y a 0 sur la diagonale, et dès que vous avez un triangle, vous avez l'autre. Et n plus n-1 sur 2, ça fait n plus 1 sur 2. Pour n égale 4, ça fait 4 fois 5 sur 2, ça fait 10. 10, comme dans la métrique de Minkowski, dans l'espace-temps de Minkowski, 3 translations
spatiale, une translation temporelle, en voilà 4, 3 rotations, 3 boosts, et voilà 6 plus 4 qui fait 10. L'espace-temps de symétrie maximale à dimension 4, c'est l'espace-temps de Minkowski. Oui. Et pour la cosmologie, on verra qu'on est homogène isotrope, et donc ça vous fait moins de symétrie, mais on peut faire des choses. Pareil pour Schwarzschild. Bon, profitez bien de vos vacances, travaillez bien, et on finit avec la métrique de Schwarzschild à la rentrée.